Donc, j'ai d'abord invité Hatice à présenter son travail sur les soldats tigres. Merci Sébastien. Voilà, mon intervention est intitulée Le soldat tigre de l'Empire des Qing, guerre, rituel et possession. En 1773 et 1774, la délégation de Margaret Ney, qui est en fait la mission d'ambassade britannique, a été envoyée en Chine pour un séjour de 9 mois. Et après leur retour en Angleterre, le peintre William Alexander, qui était membre de la délégation, a créé une série de peintures concernant les coutumes chinoises inspirées par ses observations lors de ce voyage. Et en 1805, son livre « Le costume en Chine » est publié à Londres. Il comprend 48 planches en couleur, dont l'une est intitulée « Un fantassin chinois ou tigre de guerre », comme vous pouvez le voir ici. Et sous le pinceau de peintre apparaît un soldat portant une parure de tigre et donnant un sabre. Vous avez également ici une courte explication de cette représentation par William Alexander. Ce n'est peut-être pas la première représentation publiée par Alexandre au sujet des soldats tigres. Comme vous pouvez voir ici, il y a une autre estampe datée de 1796 qui représente en fait une garnison de l'armée des Qing, et vous pouvez constater l'image des soldats tigres qui apparaissent déjà en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, c'est ce tableau qui va susciter un grand intérêt de la part des Occidentaux pour les soldats tigres. Dès lors, les soldats tigres ont été considérés comme un profond symbole exotique du mystérieux empire céleste qui revient souvent dans de nombreuses images occidentales de différents types aux couleurs plus de 100 années suivantes. Voilà, je vous montre ici quelques illustrations que j'ai trouvées. Alors, qui sont ces soldats tigres de guerre sous le pinceau d'Alexandre? En fait, il s'agit des soldats du bataillon Tengpai, et Tengpai signifie bouclier en rodin de l'armée des Qing. Ils portent un uniforme jaune avec des rayures noires et une coiffe en forme de tête de tigre, et étaient armés de sabres et de boucliers en rodin. Ces soldats tigres ont été les auteurs de hauts faits d'armes avant de disparaître face aux méthodes de guerre modernes. Voici une description détaillée de la forme de chapeau de tigre et des vêtements du tigre dans un archive officiel daté de la fin du XIXe siècle. Et en plus, une image datée en 1843 à propos de la formation des soldats du bataillon de boucliers en rodin. Le bataillon Tengpai, ou bouclier en rodin, était une institution militaire de l'armée de la dynastie Qing à partir de l'ère de Kangxi. Avec un petit nombre de troupes, ils étaient en fait responsables des missions de protection et d'assaut. On prétend généralement que la création de cette armée est liée à un général qui s'appelle Lin Xingzhu. Lin Xingzhu est un général d'origine de la province du Fujian. Vers 1684, la cour des Qing a fait face à l'invasion de la Russe tsariste aux frontières nord-est et nord-ouest. Dans ce contexte, l'empereur Kangxi a convoqué Lin Xingzhu à Pékin et lui a demandé
d'organiser une troupe de 500 personnes avec des boucliers en rotin sur la ligne de front du Heilongjiang contre la Russie, parce que l'empereur Kangxi croyait que le bouclier de rotin est suffisamment fort pour résister aux balles des fusils. En fait, le système de bataillon bouclier en rotin de la dynastie des Qing semble être hérité de l'armée des Ming, car l'application générale de la stratégie de bouclier en rotin du Fujian dans tout le pays a commencé sous la dynastie des Ming. Vous avez ici le portrait de Qi Jiguang, qui est un célèbre général de la dynastie Ming, qui a longtemps commandé des missions militaires contre les pirates japonais dans le Zhejiang et le Fujian. Il a laissé un record qui présente l'origine et les techniques d'utilisation du bouclier en rotin. Toutes ces informations confirment que l'utilisation de boucliers en rotin dans les armées des Ming et des Qing sont venus de la technique spécifique du bouclier de rotin de la province du Fujian. Et de nos jours, il existe encore des arts martiaux populaires comme lutte, Teng Pai, donc lutte en bouclier dans la province du Fujian, ou la danse de Teng Pai dans la province de Zhejiang, et la disposition à Teng Pai Zhen, la disposition des troupes de Teng Pai dans la province du Hebei. Madame Fiorella Alliot m'a aimablement informé que le même bouclier est encore utilisé à Taïwan pour certaines processions religieuses. Ces activités collectives d'arts martiaux et démonstrations ont été aujourd'hui définies par le gouvernement comme patrimoine culturel immatériel et elles proviennent toutes des troupes de boucliers de la dynastie des Ming. En réalité, parmi les animaux sauvages en Asie de l'Est, le tigre apparaît comme le plus féroce. Il évoque aussi la fierté par son allure et la beauté par sa fourrure. On comprend ainsi qu'il a toujours été un symbole de vertu martiale et qu'il soit quasiment omniprésent dans le matériel, le langage et les pratiques militaires des anciens Chinois. Par exemple, durant la dynastie des Zhou, les meilleurs gardes du roi avaient pour titre Hu Ben, donc tigre puissant, afin de comparer sa rapidité, sa puissance et sa bravoure à celle d'un tigre. Et c'est durant les périodes des printemps et automnes et des royaumes combattants qu'ont pris forme les hufu, les talismans du tigre, comme ce que je vous montre ici, qui servent de preuve lors de la transmission des ordres de manœuvre des troupes à l'époque. Le roi et le général en détiennent chacun une moitié, et lorsque les deux moitiés forment un tigre complet, le général obtient l'autorité de lancer l'ordre militaire. Il existe également beaucoup de records historiques sur les chevaux et les personnes portant des peaux de tigre ou des vêtements peints avec des rayures de tigre. Ils sont censés obtenir le caractère féroce de cet animal. Je n'entre pas dans les détails. En plus, l'histoire de la coiffe en tête de tigre et celle du bouclier tigre sont peut-être plus anciennes que celle des vêtements de tigre, qui peut avoir une histoire de plus de 3000 ans. Quant à la dynastie des Qing, qui est une dynastie dominée par les Mandchous, il faut signaler que pour ce peuple, le tigre est l'un des animaux auquel il a accordé le plus d'importance. Il existe par exemple un rituel appelé Tiao Hu Shen, sautilé avec l'esprit du tigre, impliquant la possession du chaman et ses assistants. En outre, à la province du Fujian, d'où viennent les boucliers en rotin, il existe également un certain culte de tigre.
Lin Xingzhu, la figure emblématique de l'armée de Rodin de la dynastie Qing, est venue d'un quartier de sa ville appelé Hu Bangtou, donc tête de tigre diplômé. Pour cette raison, le patrilignage Lin de cette région s'appelle lui-même la famille Lin de tête de tigre diplômé. Vous avez ici le temple d'ancêtre de cette famille Lin à Fujian. Voilà, donc tous ces faits nous permettent de comprendre dans une certaine mesure les relations symboliques entre le tigre et l'armée des Qing. Afin de mieux analyser les valeurs symboliques et rituelles du tigre dans l'art chinois de la guerre, en particulier les représentations et l'imaginaire du tigre, du soldat tigre, pardon, j'aimerais vous présenter un cas concret. Lors de la première guerre de l'opium entre la Chine et le Royaume-Uni durant 1840 jusqu'à 1842. C'est en fait le premier conflit de grande envergure entre la Chine et une nation occidentale. Et il y a eu de nombreux combats entremêlés de négociations. Et durant la dernière phase de cette guerre, lors de la bataille de l'Est du Zhejiang, qui est également appelée la bataille de Ningbo en mars 1842, a eu lieu ce que l'on peut considérer être la première contre-attaque lancée durant cette guerre par la cour des Qing. Et le chef de guerre de cette contre-attaque est le prince Yi Jing. Le prince Yi Jing. Le 10 février 1842, c'est le jour de Noël en chinois, et Yi Jing est arrivé au lac de l'Ouest de Hangzhou pour aller demander les oracles à Guandi, l'empereur Guan Yu, le dieu martial tutélaire de la dynastie régnante. Le message qu'il a reçu du dieu au travers du rituel oraculaire est celui-ci. 不遇虎头人一换, 全家谁敢保平安. On peut traduire comme ne pas appeler l'homme à tête de tigre, qui dans la famille ose parler de paix. Comme pour toutes les phrases oraculaires, le sens de celle-ci est ambivalent, difficile à comprendre et à dénouer. Néanmoins, arrivaient au même moment des troupes de renfort depuis la province de Sichuan. Ce sont des soldats tibétains portaient un coiffe en peau de tigre. Il était alors évident pour le prince Yi Jing, fort ému, qu'il voyait là la réalisation de l'oracle. Ce sont ces soldats avec coiffe en peau de tigre qui allaient ramener la paix et donc convaincre les armées britanniques. Donc Yi Jing remit de grandes récompenses à ses troupes tibétaines, tout en imposant à ses troupes de porter des coiffes de tigres. Il y a des coiffes jaunes, des coiffes de tigres noirs, de tigres blanches et même de tigres volants. Et ce n'est pas tout. Juste avant de donner l'assaut, Yi Jing a choisi un moment particulièrement auspicieux, selon la science divinatoire du calendrier chinois. Donc le 10 mars 1842 à 3 heures du matin. Alors, pourquoi cette heure? Pourquoi ce jour? Parce que, en fait, tout d'abord, l'année 1842 était justement l'année du tigre, selon le cycle de 12 années associées à des animaux emblématiques. Et par ces calculs, cet instant a été choisi car il correspondait aussi au mois lunaire du tigre, Yin Yue, et au jour du tigre et à l'heure du tigre. Donc il y a donc les 4 tigres dans le temps
sur la ligne temporaire. Et en même temps, il appointa le militaire Duan Yongfu, né sous le signe du tigre, pour mener l'assaut principal. Il y avait ainsi 5 tigres réunis par le jeu des correspondances cosmologiques. Or, dans les méthodes tactiques chinoises, Zhenfa, sur lequel M. Vincent Durand-Darstès présentera sa recherche cet après-midi, il existe en fait le principe de 5 tigres expulsent les moutons, Wu Hu Nian Yang ou Wu Hu Qu Yang. Et c'est pourquoi cet assaut de Yi Jing a été baptisé 5 tigres se jettent sur les moutons. Sachant que mouton est un homonyme d'étranger, parce que tous les caractères chinois se prononcent yang. Donc, d'un côté yang, c'est mouton, de l'autre côté yang ren, yang, ce sont des étrangers. C'est ainsi que le dispositif tactique et magique des 5 tigres s'est fait connaître des Occidentaux. Alors, bien entendu, les étrangers, les Anglais ne pouvaient s'accorder avec la performance théâtrale et rituelle de Yi Jing. Dans ce plan proche de la perfection, à la fin du rituel, les soldats tibétains bordant des coiffes de tigre se ruèrent à l'assaut des murs de la ville de Ningbo. Ils comprirent trop tard qu'ils étaient pris dans le piège tenu par les Britanniques. Plus d'une centaine sacrifièrent leur vie dans le barrage d'artillerie, sans compter les nombres blessés face à un seul mort britannique. Peu après, l'armée britannique lance la contre-attaque et Yi Jing et ses secondes s'enfuirent alors dans la panique. Selon les présupposés culturels de Yi Jing, le macrocosme et le monde humain sont reliés par des relations de correspondance et de résonance clairement définies. Au bon moment, le vaste vide céleste devait garantir l'exercice de la puissance du tigre sur ses moutons. Et c'est par l'entremise du travail d'une série de symboles, par exemple des soldats portant des coiffes de tigre, en choisissant en général du signe du tigre, et grâce à l'homophonie des termes mouton et étranger, etc. Donc, tout ça, c'est parfait. En un mot, Yi Jing, confondant son rôle de chef de guerre avec celui de ritualiste, a conçu sa bataille comme un grand rituel d'exorcisme, comme la théâtralisation rituelle d'une fête. Parallèlement, durant la campagne du Fujian et du Zhejiang, toujours dans la première guerre de l'opium, qui se tenait à la même période, a eu lieu la bataille de Xiamen, à la province de Fujian, le 26 août 1841. Donc, des soldats tigres entrèrent au corps à corps avec les forces britanniques. Et plus tard, durant la campagne du fleuve Yangtze, le gouverneur général de la province de deux fleuves, Liangjiang Zhongdu, Liu Jian, n'a pas semblé avoir appris la leçon de l'échec du dispositif de 5 tigres expulsent les moutons. Donc, le 13 juin 1842, à Shanghai, il ordonnait à 300 soldats, chacun portant des masques de 5 couleurs et vêtus de parures de tigre, et de se rendre sur l'embarcadère posté à l'embouchure du fleuve Yangtze pour y effectuer des bonds et danser. Ils dansent, ils sautent pour que les navires ennemis, je cite, ne sachent pas la réalité de nos soldats. Et ce gouverneur était visiblement convaincu que les Anglais, voyant leur ennemi mobiliser un groupe de soldats à l'image de tigres, auraient
pensaient avoir affaire à d'étranges organismes vivants ayant la force des tigres. Après un possible effroi et peut-être un moment de doute, un tel dispositif ne peut bien sûr pas avoir d'effet concret. Alors, dans les yeux des Occidentaux, ordonner à des soldats de se déguiser en tigre est bien entendu un comble d'exodisme, mais aussi de croyances divagantes, incultes et indonnables. Dans l'Occident du XIXe siècle, la culture c'était déjà extériorisée de la nature. Donc, la culture c'était extériorisée, différenciée de la nature. La frontière entre les mondes humains et animaux était de plus en plus claire. Et c'est en partie sur cette négation de l'animalité que l'humain moderne établit son règne sur la nature. Cette opposition de l'humanité et de l'animalité, ou, pour reprendre les termes de Jacques Derrida, l'assujettissement de l'animal n'en reste pas moins qu'un mythe de la modernité. Un mythe qui contribue à construire des distinctions binaires entre la modernité et des archaïsmes, entre la rationalité et l'irrationalité, entre le progrès et le sous-développement. Comme le propose une peinture anglaise de la bataille de Xiamen, que j'ai mentionnée tout à l'heure, en 1841, l'échec des soldats tigres, en parure de tigre, se caractérise par trois comportements, comme vous pouvez constater ici. Ils sont vaincus, ils implorent la clémence ou ils s'enfuient. Par contraste, les couleurs britanniques flottent fièrement sur la bataille. Les soldats anglais sont vêtus d'uniformes somptueux. Les armes à feu qu'ils portent sont portées sur le devant de la scène. N'avons-nous pas là affaire à une autre forme de dispositif rituel? Un dispositif qui ne célèbre pas seulement la victoire de la couronne anglaise sur l'empire des Qing, mais aussi la victoire d'une certaine cosmologie sur une autre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jay, pour cette fascinante présentation.